En tête-à-tête avec l'émir du Qatar, le président Alassane Ouattara a quitté Doha ce matin. Une représentation diplomatique ivoirienne ouvrira ses portes au Qatar pour approfondir les relations entre les deux États. Le groupe japonais Ajinomoto s'installe en Côte d'Ivoire. L'usine agroalimentaire a été inaugurée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Plus de 100 emplois directs et indirects seront créés. Et puis on parlera de l'accident cardiovasculaire cérébral. Plus de 200 cas d'AVC sont enregistrés chaque année au CHU de Cocody. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, nous vous dirons les dispositions à prendre pour éviter la maladie ou pour ne pas aggraver votre cas si vous êtes déjà atteint. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Le président de la République a quitté ce matin le Qatar après une visite officielle de 72 heures dans ce pays. Il a répondu à l'invitation de son Altesse le Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, avec lequel il a eu un tête-à-tête hier dans la matinée. Ils ont échangé sur la nécessité de la paix dans le monde. Une représentation diplomatique ivoirienne ouvrira bientôt ses portes au Qatar, a indiqué le chef de l'État après les échanges. Sa mission, suivre l'exécution des projets dont les financements ont été obtenus et approfondir les relations entre les deux États. Le président Alassane Ouattara a eu une rencontre avec la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar et ils seront à Bruxelles pour assister à la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Le président de la République, je vous le disais, a eu un tête-à-tête avec l'émir du Qatar, son Altesse le Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, et on en parle avec Habiba Dambélé-Saoui. Son Altesse le Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani a accueilli en personne le président de la République Alassane Ouattara sur le perron du palais de l'Émirat, un insigne honneur réservé aux hôtes de marque du Qatar. Après la chaleureuse poignée de main, le président Alassane Ouattara a reçu les honneurs militaires dans le grand hall du palais. Honneurs militaires ponctués de l'hymne national de Côte d'Ivoire, l'abidjanaise, et de l'hymne national du Qatar, As-Salam Al-Amiri. Après la revue des troupes, les délégations ivoiriennes et qataries, composées de 8 membres pour chaque parti, ont échangé sur des questions de coopération entre les deux États. Après ces premières discussions, Son Altesse, le Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, a eu un entretien en tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara. Même si rien n'a filtré de la rencontre, on imagine aisément que les discussions ont porté sur l'excellence des relations qui existent entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Le Qatar qui veut apporter sa contribution à la relance économique de la Côte d'Ivoire. Cette visite officielle inaugure une nouvelle ère de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Et le président de la République a échangé avec des hommes d'affaires qataris qui ont été invités à investir en Côte d'Ivoire. Des opportunités d'affaires ont donc été présentées à ces opérateurs. Opération de séduction du président Alassane Ouattara à l'endroit des hommes d'affaires qataris. Opération réussie car la forte délégation d'hommes d'affaires intéressés par les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire a été séduite. Elle était conduite par le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, M. Mohamed Bin Habib Towar. Un film institutionnel a été projeté par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, présentant la vision du président Alassane Ouattara et les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire depuis son accession à la magistrature suprême. Ce film de 9 minutes a édifié les opérateurs économiques sur les grands chantiers en cours et en projet en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et du logement. Nous avons bien entendu parler de la nécessité de renforcer les liens de coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Il y a de nombreux secteurs de coopération dans le domaine des infrastructures. Nous avons notamment parlé de l'autoroute qui pourrait relier la Côte d'Ivoire au Burkina, de Yamoussoukro à Ouagadougou, une distance de près de 1000 km pour un investissement de 4 milliards de dollars. Nous avons parlé de la possibilité pour le Qatar de mettre à disposition de la Côte d'Ivoire, sur des bases commerciales bien entendu, du gaz liquéfié pour nous permettre de produire encore plus d'électricité pour la Côte d'Ivoire et pour les pays voisins. Les hommes d'affaires de ce pays ont indiqué leur intérêt dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine agricole, le domaine manufacturier,
le domaine minier, le domaine des infrastructures. Donc nous repartons très heureux de cette visite. Nous pensons que c'est une étape importante de renforcement de la coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, nous envisageons sans doute d'ouvrir une ambassade de Côte d'Ivoire au Qatar pour suivre la mise en œuvre de tous ces grands projets. Après un échange de prisons, la rencontre a été immortalisée par une photo de famille. La balle est maintenant dans le camp des hommes d'affaires qataris qui ne manqueront certainement pas de saisir cette opportunité de diversification de leurs investissements dans un pays qui connaît un taux de croissance de près de 10%. Je rappelle que le président Alassane Ouattara a quitté ce matin le Qatar pour se rendre à Bruxelles où il doit assister à la conférence des donateurs pour le développement du Mali qui s'ouvre demain en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO. Le secteur industriel vient d'enregistrer une nouvelle usine agroalimentaire. Sa spécialité, le conditionnement du glutamate. Cette usine qui va offrir plusieurs emplois directs et indirects aux jeunes Ivoiriens a été inaugurée par le chef du gouvernement. Il a salué le regain de dynamisme que connaît la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. On en parle avec Alvarassa. Le secteur privé en Côte d'Ivoire se développe avec l'appui des investisseurs étrangers. La preuve, l'inauguration de cette usine par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Usine spécialisée en production d'acides aminés dans les domaines de l'agroalimentaire. C'est savoir-faire de sociétés japonaises. On va travailler efficacement. Nous allons diversifier notre activité dans le futur. Pour le Premier ministre, cela s'inscrit dans la politique du gouvernement de faire du secteur privé le moteur du développement de l'économie ivoirienne. Vous savez, nos amis japonais travaillent de manière méthodique. Et vous allez voir que Ajinomoto va ouvrir la voie à deux investissements donc importants qui vont se faire sur la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons donc voir ces exemples-là se démultiplier de manière à ce que vraiment les emplois que nous cherchons pour nos jeunes, disons que puissent se développer. Toujours selon Daniel Kablan-Duncan, le secteur privé, tout en contribuant au développement du pays, lutte contre le chômage des jeunes. Il apparaît en fait qu'actuellement, ils utilisent 120 personnes et que leur intention, c'est de monter à plus de 250 personnes. Le personnel est essentiellement ivoirien. Disons que au niveau même de la direction, disons que vous avez beaucoup d'Ivoiriens qui y sont. Et bien sûr au niveau donc des personnels, hommes comme femmes, ce que nous avons vu à l'ouvrage tout à l'heure. Et je crois en fait que c'est dans leur intérêt d'ailleurs, puisque le personnel délocalisé coûte plus cher. Ne serait-ce que cela. Et ils ont intérêt à utiliser donc le personnel local. Et je crois que l'entreprise a bien compris, c'est ce qu'elle est en train donc de faire. Rappelons que cette usine a été construite en 10 mois. Coût 1,7 milliard de francs CFA. Elle fait partie du groupe Ajinomoto, leader mondial des acides aminés dans l'agroalimentaire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, elle va desservir 11 pays de l'Afrique de l'Ouest. Une rencontre intellectuelle en hommage de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté s'est ouverte hier à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ce colloque auquel a pris part la première dame de Côte d'Ivoire et le premier ministre Daniel Kablan-Duncan avait pour thème la qualité du leadership féminin, histoire et actualité. Objectif, rendre hommage à une femme politique et d'action. Les explications d'Alvarassa. La question du leadership féminin, histoire et actualité, avec un exemple précis, celui du professeur Henriette Dagri-Diabaté, est le thème central de ce colloque international qui va mobiliser pendant 3 jours des personnalités du monde universitaire et du monde de la culture venues de Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'Europe. Ce colloque va restituer le professeur Henriette Dagri-Diabaté dans sa grandeur d'historienne, de militante politique exemplaire et de femme devenue un modèle pour les jeunes générations, désireuses d'acquérir la culture du leadership féminin. Pour le professeur Ly Ramata, président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, cette rencontre est scientifique parce qu'elle s'inscrit dans la tradition académique. Femme de science, le professeur Henriette Dagri-Diabaté a plusieurs publications à son actif. Entre autres, Le Sans-Vie, un royaume à Caen de 1701 à 1901, La marche des femmes sur Grand Bassam. Et elle a présidé plusieurs jurys de thèse à Abidjan, à Paris, à Yaoundé et à Dakar. Historienne, le professeur Henriette Dagri-Diabaté est une femme politique.
Et des témoignages ont été rendus par le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, et le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon. Ils ont relaté les souffrances qu'elle a endurées pendant sa carrière politique, les humiliations et surtout la prison. Mais ils ont bien apprécié sa détermination à mener le bon combat du vivre ensemble auprès du président de la République, Alassane Ouattara. Historienne, femme politique, Henriette Dagri-Diabaté est aussi une mère. D'où l'admiration qu'ont les femmes ivoiriennes pour elle, selon la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et de la Solidarité, représentée ici par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. Fille modèle et disciplinée, femme digne et vertueuse, mère aimante et courageuse, intellectuelle accomplie et éclairée, politique engagée et invincible, serviteuse loyale et dévouée. Vous constituez aujourd'hui pour la nation ivoirienne et pour les femmes en particulier une fierté, un solide trait d'union entre la société traditionnelle africaine qui vous a engendré et la société moderne qui vous a accueilli et admise comme modèle. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandamba, homme de lettres, est largement revenu sur la dimension culturelle et littéraire du professeur Henriette Dagri-Diabaté. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a salué le parcours exceptionnel de la femme de culture qu'est le professeur Henriette Dagri-Diabaté et a souhaité que cela soit analysé minutieusement pour que les résultats servent aux jeunes générations en parlant de leadership féminin. Je vous invite à célébrer la première femme ivoirienne, comme rappelé tout à l'heure, docteur d'État en histoire, qui, à l'image d'autres illustres femmes de ce pays, ouvre chaque jour davantage la voie du leadership féminin. Outre les érudits venus d'Afrique et d'Europe pour participer à ce colloque international sur la question du leadership féminin, histoire et actualité, cas du professeur Henriette Dagri-Diabaté, la cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de plusieurs femmes. Henriette Konan Bédié et la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique. On va ouvrir maintenant la page santé de cette édition. Les services de la néonatologie et la maternité de CHU de Yopougon sont fermés à compter d'aujourd'hui pour des raisons de travaux. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou, était sur le plateau de 20h pour apporter des précisions et je vous propose de l'écouter. Les accouchements se feront à Yopougon-Atié, à l'hôpital général de Yopougon-Atié, les accouchements et les césariennes. Toutes les dispositions sont prises. Le personnel du CHU de Yopougon s'est déporté et est déporté en permanence à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Nous avons 2 blocs fonctionnels actuellement. Nous avons, concernant le néonatal, nous avons 2 couveuses pour le moment et 3 berceaux pour le néonatal, n'est-ce pas? Mais pour la maternité, nous avons bien sûr d'autres couveuses. Mais c'est important de préciser qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a rien que le lieu que nous avons déplacé. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons et que nous demandons aux différentes personnes, les femmes qui vont accoucher, de ne pas s'affoler. Si d'aventure elles n'ont pas pu avoir l'information et qu'elles arrivent, elles seront prises en compte très rapidement et on se chargera de les amener à Yopougon-Atié. Je voudrais vraiment rassurer les populations. Nous sommes obligés, comme je vous disais tout à l'heure, de passer par cela pour améliorer le système sanitaire en Côte d'Ivoire. On est obligé de passer par là. La journée mondiale de la lutte contre l'hypertension artérielle est célébrée aujourd'hui. Les spécialistes de la santé conseillent une vie saine pour éviter l'hypertension et on va s'intéresser à l'occasion de cette journée à l'accident vasculaire cérébral, l'une des complications de l'hypertension artérielle. Plus de 200 cas d'AVC sont enregistrés chaque année par le CHU de Cocody. Zoom avant sur l'AVC avec Delphine Bla. Trècheville Arras 1, premier étage. Là habite Dame Amalan. Elle a 67 ans. Il y a 2 ans, elle a fait un accident vasculaire cérébral. Mais on est parti à l'église, on est venu un demain matin. Je me suis réveillée, j'ai dit je m'en vais aux toilettes. Arrivé là-bas, je suis tombée comme ça. Dame Amalan, qui vaquait avant à ses occupations, qui s'alimentait seule, faisait ses besoins naturels seule, prenait sa douche seule, est réduite à rien depuis 2011. Aujourd'hui, elle est incapable de tout sans le soutien de sa famille. Quand je me lave pour enlever les choses seulement là, c'est les enfants qui enlèvent tout cela là-bas pour venir, moi je ne peux pas faire. L'AVC est l'une des premières causes de handicap moteur, c'est-à-dire de paralysie.
Monsieur Ya, lui, a eu un peu plus de chance. Il n'était pas loin d'un AVC quand il a été évacué à la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. Ce patient nous est arrivé à 24 de systolique. Il a une observation, on est en train de faire baisser ses chiffres pour éviter justement qu'il passe en AVC. L'hypertendu lui-même éprouve quelques difficultés de langage. Quand je marche trop, j'ai le vertige. Le principal facteur de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, est l'hypertension artérielle. L'AVC est l'une des principales causes d'hospitalisation dans les services de neurologie, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs dans le monde. Au CHU de Cocody, c'est un peu plus de 200 personnes victimes d'AVC que l'on enregistre par an. La prise en charge reste la prévention, le suivi médical et la rééducation en cas de paralysie. Quelqu'un qui est hypertendu a 4 fois plus de possibilités de faire un AVC que quelqu'un d'autre. Au niveau de l'AVC, dès les premiers signes, notamment un début de paralysie, un trouble du langage, il faut aussitôt se rendre aux urgences médicales ou consulter un médecin. Et enfin, quand l'AVC est déclaré, il faut aussi un suivi médical avec le traitement qui va avec et de la rééducation, donc aussi bien motrice pour les paralysies que orthophonique pour le trouble du langage. Pour éviter les AVC, l'hypertendu doit suivre son traitement à vie, mais le coût des médicaments est jugé onéreux. On nous a donné ordonnance, pratiquement on n'arrive pas à payer. J'ai dit, les gens, le nous aider, de faire le médicament là, gratuit comme SIDA là aussi. L'hypertension n'épargne personne. Pour éviter la maladie et à la longue des accidents vasculaires cérébraux, il est conseillé de bien gérer le stress, les soucis, d'éviter l'alcool, le tabac, d'éviter de manger trop salé, trop gras, trop sucré et d'éviter d'être sédentaire. Toujours à la page santé de ce JT, le rôle important de la sage-femme, un rôle qui est souvent mal perçu par les citoyens au point de limiter la sage-femme à une aide aux femmes pour donner la vie. Et pourtant, son champ d'intervention est plus large. Visitons donc ce champ d'intervention avec Ami Sissoko et Kwadjo Kwame. La gynécologie obstétrique, la néonatologie, la médecine fœtale et la santé publique sont les compétences de la sage-femme. La sage-femme, selon l'OMS, est une personne qui surveille, soigne et conseille les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Une sage-femme, c'est une femme qui est au début de la vie de l'être humain. Nous devons être disponibles, attentives à la souffrance de la femme. De plus, les sages-femmes améliorent la santé sexuelle et reproductive des individus et des couples, y compris des adolescents, en leur prodiguant des services de planification familiale et de conseil. Elles font également des recommandations de prévention du VIH, notamment de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Elles sont souvent confrontées à un manque de matériel médical pour mener à bien leur travail. Toutefois, les sages-femmes exercent leur métier et les femmes souhaitent un peu plus d'amour. Je les encourage. Quand l'accueil est bien, en tout cas, quand nous arrivons aussi, nous sommes vraiment contents d'exposer nos problèmes. Il y a beaucoup de femmes analphabètes qui ont peur d'aller à l'hôpital parce qu'elles se disent que les sages-femmes insultent les femmes. C'est pour récompenser ces travailleuses de l'ombre que la Journée internationale de la sage-femme a été instituée en 1990 au Japon, lors du congrès de la Confédération internationale des sages-femmes. Vous avez certainement entendu parler du carnet électronique, un concept qui a été lancé en 2010 pour améliorer la couverture vaccinale en Côte d'Ivoire. Après plus de 2 ans d'existence, l'heure est au bilan, un bilan qu'on va faire avec Justine Seydjike. Un carnet électronique de vaccination pour élever le taux de couverture vaccinale en Côte d'Ivoire et mettre à la disposition du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida des données fiables. Il y a une épidémie qui sévit et vous êtes dans une zone où vous n'êtes pas au courant. Et que ce carnet-là, puisqu'il a des SMS, peut vous envoyer des messages d'alerte pour vous dire attention, il y a épidémie par exemple de choléra dans telle zone et vraiment faites attention, comportez-vous de telle manière. Ce serait intéressant pour l'Ivoirien. Et puis, derrière le carnet électronique, il y a la collecte de l'information qui est capitale pour aider l'État à envisager les solutions pour améliorer la couverture vaccinale.
Moyennant la somme de 1000 francs CFA, une personne s'étant vaccinée dans un centre de santé ou à l'Institut d'hygiène publique reçoit des SMS lui rappelant les dates de renouvellement du vaccin sur une période d'1 an. Ce concept technologique lancé depuis 2010 avec le soutien du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida est encore méconnu des populations. On n'a aucune information de la chose. Donc c'est de passer au niveau des institutions, surtout le nôtre, qui est l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, afin de nous donner plus ou moins d'informations. Parce que nous aussi, nous sommes sensibilisés à informer la population afin de se faire vacciner. Je suis à l'Institut de cardiologie, mais je ne suis pas informée sur l'existence de ce carnet électronique. Je ne sais pas qu'il y a un carnet de vaccination électronique qui existe. Je n'ai jamais entendu parler si ce n'est pas aujourd'hui. L'objectif du carnet électronique de vaccination est, entre autres, identifier la population vaccinale et faire adopter la culture de la vaccination aux Ivoiriens. Il a permis l'amélioration de la couverture vaccinale en 2012 en ne tenant compte que des 130 000 personnes inscrites sur le carnet électronique de vaccination. La couverture vaccinale en Côte d'Ivoire est désormais de 95 à 97%, se rapprochant ainsi de l'indicateur du Millennium Challenge Corporation qui est de 99% pour le Penta 3e dose et de 94% pour le vaccin anti-rougeole. La Côte d'Ivoire ne veut plus être la plaque tournante du trafic de drogue dans la sous-région. Des agents de répression de la lutte contre la drogue renforcent donc leur capacité en vue de combattre le fléau. Ces agents sont formés sur les voies de trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Le reportage de Mamadou Kwasi. Depuis quelques années, l'Afrique de l'Ouest est devenue la plaque tournante du trafic de drogue dans le monde. Ce phénomène s'est intensifié avec les récentes crises du Mali et de la Guinée-Bissau. La Côte d'Ivoire aussi est menacée par cette recrudescence du trafic de drogue, surtout avec les nouvelles stratégies utilisées par les narcotrafiquants. Les agents en charge de la répression bénéficient d'une formation sur les nouvelles voies de trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Il faut d'abord identifier les produits. Une fois qu'on connaît, on sait ce que c'est que le cannabis, ce que c'est que la cocaïne, alors on cherche à savoir d'où vient la cocaïne, d'où vient l'héroïne, d'où vient le cannabis. Il y a de nouveaux produits qui arrivent, qui ne sont pas connus de ces policiers sur le terrain. Donc on les entend ces nouveaux produits sur le modus operandi des trafiquants de drogue. Pour le directeur du Centre régional de formation à la lutte contre la drogue, il faut unir les forces afin de faire face à la montée en puissance des stratégies de trafic de drogue. La problématique du trafic de drogue en Côte d'Ivoire a pris une autre ampleur, avec notamment la création d'une nouvelle cartographie de son réseau de distribution et de consommation qui met en exergue le caractère national et transnational de cette forme de criminalité. Des 5 pays de transit, la Côte d'Ivoire est devenue un pays dit consommateur de drogue. Créé en 1994, le Centre régional de formation à la lutte contre la drogue forme des stagiaires ivoiriens et des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Déjà, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont été formées dans ce centre. Et dans le reste de l'actualité, la formation des acteurs du secteur maritime et portuaire, formation assurée par des personnes ressources venues de l'Organisation maritime internationale. La formation porte sur la mise en œuvre des codes maritimes internationaux et il s'agira d'élaborer des réglementations nationales à partir des codes maritimes internationaux pour le transport, la manutention et l'arrivage des marchandises considérées comme dangereuses. Le ministère de l'Enseignement supérieur met l'accent sur la santé et la technologie dans le cadre du contrat de désendettement-développement. Les acteurs du système se réunissent pour définir les activités de recherche dans les domaines de la santé et de la technologie. Marie-Laure Goran. 2 jours de conclave. Les acteurs des universités et grandes écoles définissent les activités de recherche dans les domaines de la santé et de la technologie. Ambition affichée, intensifier les recherches au plan de la santé pour éradiquer certaines maladies endémiques, notamment la poliomyélite, le paludisme, le VIH-Sida, qui touchent de plus en plus de personnes. Au niveau de la technologie, des propositions seront faites afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre un niveau de développement à l'image des pays émergents tels le Brésil et l'Inde. Les projets de recherche sont déjà prêts et plusieurs actions peuvent être menées en termes de renforcement de capacités humaines ou de renforcement de laboratoires, en termes d'équipement au niveau de la science et de la technologie. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, initiateur de la rencontre, à l'appui de l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire pour l'atteinte des résultats.
L'activité intervient dans le cadre du contrat de désendettement-développement, annulation d'une partie de la dette ivoirienne due à la France et affectée à des activités de développement. Ce domaine, notre partenariat est très fort, ne serait-ce que effectivement, ce contrat de désendettement et de développement touche 8 secteurs, les infrastructures, les routes, les pistes rurales, la santé, l'éducation, en affectant en priorité à la santé et à la technologie, ça permet effectivement d'obtenir des résultats dans 6 mois, dans 8 mois. Objectif final de cette rencontre scientifique qui s'achève ce mardi, l'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a été déclarée à Bouaké vainqueur de la finale de la 6e édition du concours des plaidoyers des universités publiques et privées du pays. Il s'agit de découvrir à travers cette compétition des talents dans le domaine juridique. Soro Corona, Diara Souba Larson pour les explications. Promouvoir les notions de droits de l'homme, montrer les différentes violations des droits de l'homme par les États ayant ratifié la Charte africaine des droits de l'homme, tels sont les objectifs de l'organisation d'un concours interuniversitaire de plaidoirie sur les droits de l'homme. Le concours de plaidoirie René Denis Segui pour les droits de l'homme a été initié dans le cadre des activités de l'association. Nous savons que les droits de l'homme sont abondamment proclamés, constamment violés, insuffisamment protégés. Notre devoir en tant que juriste, c'est de promouvoir les droits de l'homme, principalement dans le milieu universitaire et au-delà. La finale de ce concours a mis en compétition l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et la faculté universitaire privée d'Abidjan. Chaque université était représentée par 2 candidats. Ces candidats avaient pour tâche d'intervenir comme requérants et défenseurs sur les problèmes d'expropriation des populations et le droit à une liberté sexuelle d'un État fictif. Le jury du concours était composé d'avocats et d'hommes de droit. Chacune des universités disposait de 35 minutes pour convaincre le jury. C'est l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui est repartie de Bouaké avec le premier prix. Ce sont de véritables sentiments de joie qui nous animent face à tous les efforts qui ont été consentis grâce au soutien de l'université de Cocody qui n'a lésiné sur aucun moyen pour nous permettre d'arriver à ce stade-là. Le concours interuniversitaire de plaidoirie sur les droits de l'homme a débuté à Abidjan et a mis en confrontation 6 universités publiques et privées ivoiriennes. Cette compétition est à sa 6e édition. Des opérateurs économiques italiens producteurs de chocolat s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Ils l'ont signifié au gouverneur du district d'Abidjan qui a effectué récemment une mission de prospection à Turin. On en parle avec David Mobio. Turin, la capitale du Piémont, est une ville italienne de près d'1 million d'habitants. On peut également la définir comme la capitale italienne de l'industrie automobile. C'est le maire de cette ville, Piero Fassino, qui a reçu récemment le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé, en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie, Saracino Tagliante. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des préparatifs d'un accord de jumelage. District d'Abidjan, ville de Turin. Ce jumelage offrira la possibilité d'échanger les expériences et de développer des projets conjoints sur les questions d'intérêt commun telles que l'environnement, le développement économique et social et les différences culturelles. Turin, c'est une ville qui a une tradition internationale très large. Nous, on a des accords de partenariat et de coopération avec 50 villes dans le monde. Turin, c'est la 2e province pour exportation du pays. C'est une ville qui a des relations internationales dans tous les domaines, dans le domaine de la culture, de l'université, de l'économie, de la science. Et donc ça, c'est le scénario dans lequel nous, on colloque aussi la coopération avec Abidjan, dans une phase dans laquelle nous, on est très intéressé à développer les relations de notre ville avec l'Afrique. Je voudrais remercier les autorités de Turin, notamment M. le maire, pour les ouvertures qu'il nous a faites dans un champ vaste de coopération dont nous avons identifié les vecteurs et nous lui avons adressé une invitation à venir à Abidjan de façon à consolider cette coopération et je pense que nous serons très heureux de le recevoir. C'est Abidjan qui a été choisi par le maire de Turin pour abriter la cérémonie de signature de l'accord de jumelage.
Le bilan du double attentat à la voiture piégée survenu samedi à Reyhanli, ville du sud de la Turquie, proche de la Syrie, est passé à 50 morts. Ankara, qui a rompu avec la Syrie, son ex-allié, a attribué la responsabilité des attentats à un groupuscule marxiste turc aux soldes du régime syrien. Ils étaient des centaines à défiler dimanche dans plusieurs villes de Turquie. Sur les banderoles, non à la guerre dans notre pays. L'émotion est très vive après le double attentat qui a fait 48 morts samedi à Reyhanli, tout près de la Syrie. Le chef de la diplomatie en visite à Berlin a confirmé l'arrestation de 9 Turcs, des activistes en lien avec la Syrie selon lui. Les 9 personnes arrêtées qui ont conduit les attaques font partie d'une organisation terroriste. Nos enquêtes nous apprennent que ce groupe terroriste marxiste est directement lié au régime syrien, au régime d'Assad. Face aux accusations turques, Damas dément et contre-attaque. Nous disons que tout ce qui se passe en Syrie, c'est de la responsabilité du gouvernement turc, ainsi que d'autres personnes, bien sûr. Ce qui est arrivé samedi, c'est la faute du gouvernement turc. C'est pourquoi je demande au Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan de démissionner parce que c'est un assassin. Le double attentat de Reyhanli ravive la crainte d'un embrasement entre la Turquie et la Syrie. Pour Ankara, la communauté internationale et l'ONU doivent sortir de leur silence et agir au plus vite contre le régime d'Assad. Le gouvernement turc accuse la Syrie d'avoir franchi la ligne rouge et menace Damas de représailles. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. Croyez toujours en vous. À bientôt.